Parce que si on continue comme ça, honnêtement, je pense qu'on va foncer dans un mur et ce serait dommage. Bonjour, je m'appelle Kevin Donna et vous écoutez Le Chip. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent, en partenariat avec le Centre Pompidou et le Studio 1316. Je suis donc sans Mélanie et François, les deux co-créateurs du podcast. Dans cet épisode, on va parler de mode, de développement durable et d'Afrique. Vous comprendrez qu'en matière de durabilité, le Nord a beaucoup à apprendre du Sud. Mais tout d'abord, quand vous pensez au monde de la mode, l'Afrique et les afro-descendants en général viennent rarement en première place. Dans des précédents épisodes du podcast, on a souvent parlé du manque de représentation des hommes et des femmes noires dans de nombreux domaines. Et la mode n'y échappe pas, mais alors pas du tout. Entre polémiques racistes, appropriation culturelle, invisibilisation des modèles et des créateurs noirs, il y a de quoi faire. Selon moi, une affaire récente cristallise toutes ces tensions. Il s'agit de la marque Comme des garçons qui, lors de son dernier défilé homme, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, en particulier sur l'inévitable Black Twitter. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, la scène s'est déroulée à Paris en janvier 2020 dans le cadre de la Fashion Week. Rei Kawakubo, la créatrice de la maison, a présenté sa nouvelle collection. Les mannequins hommes ont défilé en portant des perruques en forme de cornrows ou de tresses collées. Malaise, agacement, incompréhension. La marque s'est excusée. Le responsable, Julien Dys, un coiffeur français, assume son œuvre et affirme avoir voulu rendre hommage aux princes égyptiens. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour entendre l'expression appropriation culturelle, un concept que l'on entend de plus en plus souvent et qui divise toujours autant. Pour le sociologue Éric Fassin, l'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre des cultures s'inscrit dans un contexte de domination. La polémique de janvier dernier vient du ras-le-bol de beaucoup de Noirs qui en ont assez de voir des pratiques décriées, moquées, quand il s'agit de femmes ou d'hommes noirs, mais qui sont, du jour au lendemain, célébrées quand elles sont exhibées par des personnalités blanches. Quand, dans des journaux occidentaux, ces coiffures ancestrales sont rebaptisées les tresses de Kim Kardashian ou de Katy Perry, ça devient un peu trash si vous voulez mon avis. On a aussi des discussions semblables au sujet du wax, cette matière aux origines confuses. Et pour ça, je vous renvoie au travail de ma collègue Mélanie Wonga pour un épisode de Programme B. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de me perdre dans une énième discussion sur qui a le droit de porter quoi. J'ai plutôt envie de faire un pas de côté et de parler de personnalités et de pratiques afro qui contribuent à la mode française. Ces dernières années, des noms tels que Virgil Abloh, Olivier Rousteing ou encore Imen Aïssi ont été mis sur le devant de la scène. Ce dernier, un créateur camerounais, ancien danseur et mannequin, a été choisi pour rejoindre le calendrier de la semaine de la haute couture en 2020. C'est le premier couturier subsaharien. Quand on lui demande pourquoi il a fallu attendre 2020, il répond ceci. Il était temps que ça arrive, parce que tout le monde s'inspire de l'Afrique. Parfois, on fait aussi sans les Africains. Il était temps qu'on fait aussi avec les Africains. Donc, c'est beaucoup de joie, beaucoup de pression, beaucoup d'émotions aussi. Et pourquoi cette attente? On ne sait pas. Parce qu'on peut dire que le secteur est très exigeant pour le métier et très conservateur aussi. Donc tout ça, les questions peuvent se poser. Est-ce que c'est à moi de répondre à ces questions? Je ne sais pas. Mais pour être honnête, ça ne me concerne pas vraiment. Je ne travaille pas dans la mode et je n'ai pas le budget pour m'habiller en off-white ou en Comme des garçons, à 80 € le t-shirt. En effet, je suis guide conférencier et c'est pour cette raison que notre épisode commence dans le quartier de Château-Rouge. Mon activité m'a conduit à rencontrer ce quartier atypique que je fréquente presque quotidiennement depuis 2013. Château-Rouge, c'est un quartier qui se situe dans le 18e arrondissement, dans la Goutte d'Or. Et c'est un quartier hyper intéressant parce que justement, plus qu'un quartier africain, c'est une centralité africaine. Les communautés afro d'Île-de-France savent qu'à Château-Rouge, en termes de cosmétiques, en termes d'alimentation, d'interaction sociale et bien évidemment de mode, je veux dire de textile, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin. Depuis des années, c'est un quartier qui s'affirme aussi comme un quartier de mode. Il y a l'exemple de la rue des Gardes où on va trouver des ateliers boutiques hyper ambitieux. Il y a aussi la rue de Panama où on va trouver Sapenco, la boutique du bachelor, une personnalité qu'on n'a plus besoin de présenter, qui met en avant donc la sapologie. Et puis enfin, rue Mira, on trouve une marque qui est en passe de devenir l'étendard du quartier, Maison Château-Rouge.
à partir du moment où on avait un projet qui était en lien avec l'Afrique, c'était évident pour nous de venir dans ce quartier et de montrer une image positive du quartier. Parce que ce quartier ne bénéficiait pas d'une belle image. Et je pense que c'est une force qu'il faut mettre en avant. Et pour nous, ça représente à la fois l'Afrique, mais ça représente aussi un nouveau Paris. Je m'appelle Youssouf Fofana et je suis le cofondateur de Maison Château Rouge et des Oiseaux Migrateurs. L'aventure de Youssouf a commencé il y a quelques années avec Banabana, une boisson, et puis aussi avec son compte Instagram qui a tout de suite généré un immense engouement et qui a permis à Maison Château Rouge très rapidement de se faire une place de choix dans le quartier. Beaucoup plus récemment, il a reçu un gros coup de projecteur à travers une collaboration avec Jordan. Effectivement, maintenant, il existe une paire de Air Jordan 1 aux couleurs de Château Rouge. Ouais, grave. J'avoue que ça a été une surprise pour moi comme pour tout le monde, et je pense qu'aussi l'engouement qu'il y a eu autour de cette collab, ça a été assez puissant. Et tout ça, c'est parti d'une rencontre qu'on a fait avec eux il y a maintenant 2 ans autour du Quai 54, qui est un événement emblématique autour du basketball. Et on avait rencontré l'équipe de Jordan parce qu'il y avait un joueur NBA qui voulait être habillé en mode avec des tenues africaines mais contemporaines, surtout une marque parisienne qui fait des choses dans cet esprit. Et tout de suite, les gens de chez Nike ont pensé à Maison Château Rouge, donc ils sont venus avec lui ici. Et là, il y a une relation qui s'est installée avec eux jusqu'au mois de janvier dernier, où ils nous ont proposé donc de designer une paire de Air Jordan 1, et qui est une paire emblématique. Et puis c'est hyper puissant parce que c'était la première collaboration que Jordan, donc c'est la filière donc Jordan de chez Nike, faisait une collaboration avec une marque française. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de bruit. Derrière Maison Château Rouge, il y a une association qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs et qui a pour but de promouvoir le développement durable, bien évidemment, mais aussi le commerce équitable et les industries en Afrique. Non, je viens pas du tout du milieu de la mode. J'ai bossé en informatique à la banque. J'ai fait l'informatique d'abord tout seul en start-up pendant 2 ans, et ensuite j'ai travaillé à la banque dans un service informatique où je faisais de la gestion de projet. Et à côté, en fait, ce que je faisais, c'est que je lançais une asso avec mon frère qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs, et il fallait financer cette asso pour développer des projets au Sénégal, qui était un jeu de bissap au départ. Et donc de là, en fait, je me suis dit, j'aimais bien la mode déjà, et surtout, je trouvais que la mode, c'est un bon vecteur pour pouvoir passer un message et faire découvrir une culture. Et c'est comme ça que donc, j'ai lancé Maison Château Rouge, en achetant d'abord mes tissus dans le quartier et en réalisant ma production à Paris. Les Oiseaux Migrateurs, c'est une association, et c'est une association qui a pour objectif de participer au développement d'entreprises africaines par la transformation de matières premières et l'exportation de leurs produits. Parce que si on fait, alors rapidement, si je résume, il y a de nombreuses problématiques et inégalités qu'on retrouve de façon globale dans le monde. Et souvent, en fait, en Afrique, les problématiques qu'on a, c'est qu'il y a on exporte beaucoup de matières premières. Et on transforme très peu ces matières premières sur place. Et à partir du moment où on ne transforme pas ces matières premières localement, on ne crée pas d'industrie, on ne crée pas d'emploi. Et en fait, ça crée En fait, il y a un écosystème économique et social en fait, qui ne se crée pas. Et c'est toute la problématique qu'on a sur place. Et pour justement pallier à ça et résoudre ces problématiques, il faut être capable de pouvoir transformer et créer des produits, en fait, créer une industrie en Afrique pour qu'il y ait un développement économique et social. Et tout est parti de là. En fait, on voulait d'abord faire un projet de bissap au Sénégal. On travaille avec des coopératives. Ensuite, on travaille avec une PME qui fait la transformation et l'embouteillage. Et c'était pour faire vraiment du Made in Africa et l'exporter et le vendre à l'étranger. Parce qu'aussi, ça, c'est un autre problème. C'est pas un autre problème, c'est qu'on a plus de valeur ajoutée pour un pays lorsqu'il exporte des produits transformés. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, si je retrace rapidement mon parcours. En fait, au début, moi, j'ai travaillé à la banque. J'ai fait un BTS, donc en alternance à la banque. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler là-bas parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Je me suis dit que j'étais un mec qui avait des valeurs ou quoi que ce soit. Je me suis jamais posé de questions sur moi, mais à chaque fois j'étais capable de savoir quand je trouvais quelque chose qui n'était pas cohérent et que ça allait pas dans mon sens. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ensuite j'ai travaillé dans le web et après j'ai retravaillé à la banque, mais au Crédit Coopératif, qui est la banque de l'économie sociale et solidaire. Et c'est là en fait où j'ai rencontré tout le monde de l'économie sociale et solidaire. Et là j'ai compris en fait finalement ce qui m'intéressait, c'était d'avoir du sens dans ce que je fais. Et en fait finalement c'est être humain, je pense. C'est le truc, vraiment, c'est logique en fait de faire comme ça. Et c'est pour ça, à chaque fois, j'essaie d'aller dans ce sens parce que pour moi, c'est pour être cohérent. Et pour parler de l'upcycling,
En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie qui pollue le plus au monde. Donc, c'est un truc qui est énorme en réalité. En fait, si ça pollue le plus au monde, c'est pas. En fait, c'est parce que là, je vois qu'il y a de plus en plus de marques qui décident de faire du coton bio, aller chercher des matériaux comme ça, etc. et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est même si on fait du coton bio, ce qui se passe, c'est qu'à côté, il y a énormément d'eau utilisée. Je crois pour un jean ou 1 kilo de coton, je crois qu'il faut 100 litres d'eau. C'est genre juste inimaginable. En effet, Youssouf a raison, produire un jean est extrêmement coûteux en eau. Par contre, on ne parle pas de 100 litres d'eau par jean, mais plutôt 7 à 10 000 litres d'eau par jean. Mais quand je lui demande si l'upcycling est une nouvelle forme de greenwashing, une technique utilisée par les marques pour se racheter une bonne conscience environnementale, il s'inscrit en faux. Et en fait, ce qui fait que finalement, c'est la surconsommation qui est le problème, c'est qu'en fait, on produit beaucoup trop. Et comme on produit beaucoup trop, ce qu'il faut faire justement aujourd'hui, c'est qu'il y a des stocks de vêtements qui sont là, qui sont déjà existants et qui méritent d'être revalorisés, entre guillemets. Et l'upcycling, en fait, arrive où on décide en fait de prendre des pièces vintage en fripe ou des pièces des invendus et on les pimpe entre guillemets, on les transforme, on les retravaille pour leur donner une seconde vie. Et c'est ça, en fait, je pense, qui est beaucoup plus intéressant et qui a beaucoup plus de sens. Parce que là, on décide d'entrer dans une démarche où on ne produit plus, mais on va l'existant et, en fait, on fait revivre et renaître des vêtements à partir de ce qui existe. Et je pense que ça, c'est une démarche qui a beaucoup de sens et qui est beaucoup plus cohérente avec les besoins d'aujourd'hui. Parce que si on continue comme ça, honnêtement, je pense qu'on va foncer dans un mur et ce serait dommage. Lorsqu'on parle d'upcycling et de toutes ces nouvelles méthodes de réemploi du vêtement, Youssouf pense directement à l'Afrique. C'est que ça, ce sont des valeurs qui nous font partie de nos vies depuis qu'on est petit. Enfin, ça a toujours été comme ça. Même pour beaucoup d'autres, je pense, mais surtout en Asie ou en Afrique, etc. et tout. Le fait de recycler ou d'upcycler, ça a été quelque chose de normal. Tout le monde le fait naturellement. Après, c'est vrai qu'il y a des habitudes de consommation qui viennent de l'Occident, qui ont été apportées là-bas, parce que forcément, on fait du mimétisme, ou c'est ce qu'on voit à la télé, on veut consommer comme les autres, et on oublie tout ça, mais en fait, ça fait partie des valeurs profondes du continent. Et moi, c'est tout ce que j'essaye de défendre à travers mes projets, à travers mon projet. Ce sont des valeurs, en fait, qui font partie de mon enfance, des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, etc. et tout. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de choses à transmettre et à apprendre aux autres continents. Et je pense que voilà, on doit être ces porte-paroles parce que nous, on vit en France, mais on a ce lien avec le continent. Et je pense qu'on est ce trait d'union. C'est à nous aujourd'hui de prendre la parole et de diffuser ces messages. Donc on essaie de le faire à notre échelle. Pour approfondir cette question de l'upcycling, je vous emmène à la découverte du studio 1316, un atelier du centre Pompidou, dans le Marais, à Paris, partenaire de cet épisode. Le studio est pensé comme une factory warholienne et s'affirme comme un espace de collaboration artistique, de ressources et de production. Un lieu pour les jeunes de 13 à 16 ans, parfois même plus. En ce moment, le studio travaille autour du textile, des vêtements et de leurs usages pour, je cite, questionner les identités, le réemploi, la transformation et les mutations. Le studio met au cœur de leur thématique d'étranges ateliers qui proposent de donner une seconde vie à de vieux habits. Une proposition aux antipodes de la mode éphémère, désastre écologique, bye bye la fast fashion. Moi, je suis plasticienne. Avant, j'étais uniquement peintre. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait de ma peinture mes propres matières, où j'ai recyclé ce matériau, j'ai trouvé une forme plastique qui m'a permis d'aller plus loin et qui aujourd'hui se transforme dans des installations qui sont des petits théâtres ou ça peut prendre des formes de performance, de petits théâtres. C'est l'exposition, c'est la mise en abîme de l'exposition. Et ce n'est fait qu'à partir d'économies de moyens et de choses que je recycle, que je trouve, des matières pauvres. Oui, comment coudre, surtout. Et t'aimes ça ? Oui. Tu penses que tu vas continuer ? Oui, sûrement. C'est une manche dans le manteau, c'est original ça. Ouais, c'est bien. Oui. Se servir d'une manche pour faire une nouvelle poche secrète. Tu pourras cacher des trucs à l'intérieur. Voilà. Oui. Tiens, vas-y, c'est bon, je t'ai fait tout le début. Alors moi c'est Carla Magnani et je suis médiatrice au studio 1316.
Là aujourd'hui j'anime l'atelier, je suis médiatrice. Tu peux dire quel atelier Mood, donc c'est en ce moment on est sur du design de mode et textile et on propose aux adolescents de créer leurs vêtements en récupérant des vêtements déjà confectionnés, des chutes de tissu que Emmaüs nous fournissent. Comment tu t'appelles? Anna. Anna, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de faire une petite jupe. Ok, à partir de quoi? D'un tissu, là, j'ai commencé direct à partir du tissu. Et les tissus, ils sont pas à toi, tu les as trouvés? Non, j'ai trouvés ici, ouais. Ouais. Tu savais déjà coudre? Là, je vois que tu as une machine à coudre dernier cri. Ouais, dernier cri. Non, j'avais déjà utilisé une machine à coudre, mais il y a longtemps et pas toute seule, quoi. Ok. Ouais. Et donc là, maintenant, tu es autonome avec la machine? Ouais, autonome avec de l'aide. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, tout ce qui est ici, on a récupéré pour l'idée de recycling. Ok. On s'est dit, comment on va faire? On va prendre des fringues. Les gens viennent avec leurs fringues. Nanana. Non, on est allé chez Emmaüs, on a fait une sélection de fringues qui étaient possibles et amusantes pour eux, pour les recycler et les retransformer. Et grâce à l'exposition Boltanski en ce moment, où ils ont demandé des milliards et des milliards de fringues noires, on a un puissant fond de modèles, etc., d'habits noirs. Bon, après, il y a évidemment le souci de la peinture, etc. Donc ça, c'est des choses qui appartiennent au studio 13-16. Donc on est quand même dans une forme d'éthique parce que c'est des peintures, une fois qu'on ferme bien le bouchon, ça ne sèche pas, etc. Et tout ce matériel, en fait, ils l'avaient déjà. Donc on a eu très peu d'achats également, très peu de dépenses de matière pour que des choses où le but est que l'adolescent reparte avec son vêtement, sa création. Le studio 13-16 essaye vraiment de valoriser le thème écologique qui touche, en fait, ils se sont posé quelques questions en se disant qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les ados. Notamment, l'écologie, c'était un des points centraux, en fait, par rapport à toutes les manifestations et ce qui se passe en général. Et en fait, ça devient vraiment des acteurs aujourd'hui. Du coup, on a voulu tous faire des ateliers qui pouvaient reposer ces questions et entendre leurs témoignages, s'ils en avaient envie. Il connaît pas entier? Si, je connais. En ce moment, je suis en plein déménagement et je réalise avec pas mal de honte de la quantité de cochonneries, de bibelots que j'ai emmagasinés au cours de ces 12 dernières années. Les vêtements, les jeans, les chaussures, les sneakers en trop qui sont dans un coin de l'appartement, qu'on retrouve au moment où on fait ces cartons, me pousse à me questionner sur nos modes de consommation. Avec cette envie aussi de donner une deuxième vie à des vêtements que normalement j'aurais jetés sans y penser à deux fois. Et que cette fois-ci j'ai envie de réutiliser, de donner une deuxième vie, un peu comme Youssouf disait, de pimper des vieux jeans, des vieux pulls et des choses comme ça et de faire quelque chose de différent avec. Cet atelier du studio 13-16 avec ces adolescents qui apprennent de nouvelles techniques pour donner une deuxième vie à leurs vêtements, ça me donne un coup de vieux en fait, parce que ma génération à moi aurait pas eu le réflexe de se dire ouais, j'ai déjà suffisamment de vêtements, on va prendre des trucs et on va les faire. C'est pas aussi courant dans ma génération de trentenaires, de vieux millennials, que pour ces jeunes de la génération Greta Thunberg, pour qui c'est hyper important. Et puis aussi l'idée que on a donné parfois des mots, des noms compliqués à des concepts qu'on découvre aujourd'hui en Occident, mais qui sont en fait des trucs que les pays du Sud, en Amérique latine, dans le Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Asie, etc. On n'a pas le luxe en fait de dire je jette à la poubelle ou etc. Et puis demain je vais chez H&M et Zara et me racheter exactement la même chose, mais plutôt donner une vie, plusieurs vies au textile. Vous venez d'écouter un épisode spécial du Chip. On revient bientôt, François, Mélanie et moi. L'épisode a été réalisé par Mathieu Thévenon, qu'on remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès de vos proches et bien sûr à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci, à bientôt.